Pour nous expliquer, pour ramener peut-être le débat dans le contexte belge, qu'est-ce que les mutualités encourent comme risque très concrètement avec l'arbitrage international. Et on peut peut-être déjà inviter notre panel aussi à monter sur scène et à prendre place sur les différentes chaises. Voilà, Jean, je te donne la parole. Merci. Donc effectivement, le Collège intermutualiste national qui regroupe l'ensemble des mutualités de Belgique ont dès le début montré leur opposition au CETA et particulièrement en raison de cette clause d'arbitrage. Et donc, juste pour illustrer ce que ça pourrait signifier en termes de détricotage de la sécurité sociale et de notre système d'assurance maladie obligatoire, je vais vous donner quelques exemples. Le premier, c'est celui qui a atteint la Slovaquie, qui, dans leur système de soins de santé, a décidé d'émettre une loi qui limite la libéralisation de l'assurance santé. Ils ont été poursuivis par Achmea. Achmea est un assureur hollandais et qui donc estimait qu'une partie de son marché avait donc été coupée de par une plus grande régulation, de par une assurance soins de santé qui devient plus solidaire. Ils avaient été condamnés, l'État Slovaquie, à 25 millions d'euros pour avoir limité en fait le marché potentiel d'un assureur privé. Heureusement, par après, ils ont eu gain de cause dans un recours. Je vais vous donner un autre exemple pour la Belgique. DKV, qui est le plus grand assureur privé en Belgique, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu en termes d'assurance hospi. Dans les années, en l'an 2006, le gouvernement avait décidé d'étendre l'assurance maladie obligatoire aux petits risques des indépendants. Donc il faut savoir que les indépendants, avant 2006, ils devaient cotiser à des assurances privées pour les petits risques, comme on dit, c'est-à-dire les médicaments et par exemple aussi les consultations chez les médecins généralistes. Le gouvernement à ce moment-là a décidé d'étendre l'assurance maladie obligatoire et d'incorporer les petits risques dans l'assurance maladie obligatoire. DKV, évidemment, qui avait comme marché potentiel tous les indépendants pour la couverture des petits risques, a fait un recours devant la Cour constitutionnelle parce qu'ils estimaient que voilà, ils ont été lésés et qu'ils n'avaient plus ce marché potentiel. Alors mettez-vous dans le système actuel où il y aurait une cour d'arbitrage, ils pourraient déposer devant la cour d'arbitrage un recours estimant que la régulation introduite par un État, l'extension de l'assurance maladie obligatoire, réduit leur marché. Et un autre exemple que nous avons vécu, toutes les mutualités au début des années 2000, où nous avons été attaqués par les assurances hospitalisation privée, parce que nous intégrons dans la cotisation obligatoire, qui est une cotisation solidaire qui est payée par tous les Belges à leur mutualité. Dans cette cotisation, il y a une assurance hospitalisation solidaire, c'est-à-dire qu'elle n'exclut personne, que tout le monde paye la même prime, donc il n'y a pas de segmentation, et elle ne limite pas, elle n'a pas de questionnaire médical. Et donc les assureurs privés ont estimé qu'ils étaient lésés par cette initiative qui entre parfaitement dans les principes de l'intérêt général, puisque c'était les services d'intérêt général qui ont bénéficié d'une certaine protection et nous permettent aux mutualités de rendre des services obligatoires. Les assureurs nous ont établi un recours, mais au niveau européen. Ça a été une longue bataille et in fine, l'Europe, la Commission européenne, a reconnu les mutualités dans ce service qui est un service d'intérêt général de par sa définition. Et donc ici aussi, de par cette initiative solidaire, on introduit une accessibilité aux soins, on permet une plus grande solidarité entre les personnes qui sont malades et celles qui sont en bonne santé et entre les revenus aussi. Et ici, l'Europe, la Commission européenne, a finalement concédé que ceci, effectivement, pouvait être maintenu en Belgique parce que, entre autres, ça répondait à la définition de service d'intérêt général. Imaginez demain si, effectivement, de nouveau, les assureurs avaient l'occasion de présenter ce type d'initiative devant une cour d'arbitrage. Allons plus loin maintenant.
parce que c'est un débat qui va arriver bientôt. Vous avez tous entendu autour de vous les problèmes qu'il y a sur les suppléments d'honoraires en milieu hospitalier. Il faut savoir que ce marché des assurances représente 1,6 milliard d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte de cela. Donc les assurances privées et ainsi que les mutualités présentent aujourd'hui des couvertures pour les suppléments d'honoraires, particulièrement en chambre à un lit. Ceci nous conduit en fait vers une forme de médecine duale. Vous avez tous entendu déjà parler de cas où un médecin refuse d'intervenir ou d'opérer parce qu'on ne choisit pas la chambre à un lit, ou encore qu'on postpose certaines consultations si on ne va pas à son cabinet privé. Donc en fait, ce mécanisme de supplément introduit une forme de médecine duale, mais pourtant c'est un grand marché très juteux, 1,6 milliard d'euros, dont de nouveau DKV est un des grands acteurs. Bien, nous croyons, et l'ensemble de mutualité, que ce système nous conduit vers une dérive de notre assurance maladie, et nous allons proposer de supprimer définitivement la possibilité de facturer des suppléments d'honoraires à l'hôpital, en ayant une compensation qui sera en partie reprise dans l'assurance maladie obligatoire via le mécanisme de sécurité sociale. Je suis certain que si on dépose ce type de proposition, forcément, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on coupe complètement le marché des assurances privées. Et donc, de nouveau, si effectivement il y avait une possibilité de recours, DKV en particulier, qui est une entreprise assurantielle multinationale, puisqu'elle est surtout active en Allemagne, mais via le groupe Allianz dans beaucoup d'autres pays, pourrait dire, ben voilà, cette initiative d'extension de l'assurance maladie obligatoire, de régulation, parce que c'est ça qu'on parle, régulation, c'est-à-dire interdire les suppléments ou les plafonner, bien en fait ça me coupe une partie de mon marché, et donc vous prenez une initiative qui va à l'encontre des intérêts commerciaux de cette assurance. Je pourrais continuer encore avec d'autres exemples dans le domaine de la santé où nous régulons par exemple la nomenclature via des tarifs, où nous mettons également une limite à la liberté d'établissement pour des prestations technologiques ou des services des équipements médicaux lourds. Là aussi, certaines firmes peuvent à un moment donné dire, mais tiens, vous limitez la possibilité d'établissement d'un équipement médical lourd par une régulation de l'État. Cette régulation indispensable pour la qualité des soins et la maîtrise des dépenses pourrait être une entrave à des entreprises de effectivement plus investir dans des services privés. Mais on pourrait même imaginer aussi que, en termes de prévention, tout ce qui limite, par exemple, la consommation des produits alimentaires, du tabac, des sodas, pourrait être considéré comme une entrave à un marché commercial, puisque on limite l'expansion possible de certains dans certains produits. Donc vous voyez tous ces différents régulations, ces différentes initiatives des États qui visent un intérêt de santé publique, qui visent un intérêt d'accessibilité des soins, qui visent une solidarité par la protection sociale, sont des mécanismes de régulation qui ont l'intérêt général comme objectif et non pas l'intérêt commercial de certaines entreprises qui, honnêtement, quand on voit le rendement que ça représente en termes de santé, c'est plus un recul qu'un bénéfice lorsqu'on voit les dégâts que font, par exemple, la vente du tabac ou des sodas. Donc voilà une série de raisons pour lesquelles l'ensemble des mutualités déclarent aujourd'hui que ces différents contrats, ces différents nouveaux contrats entre les pays va réduire et risque de réduire la protection sociale, risque aussi d'affaiblir les possibilités de politique en santé publique. Merci beaucoup d'avoir replacé les contextes. Désolé pour le timing qui court. Voilà, il nous reste 30 minutes pour le débat. Et pour le débat, je vous propose de commencer par vous donner la parole chacun à votre tour pour introduire le débat et selon vos termes. Et puis on échangera. Il y aura encore un tour de parole de conclusion. J'invite d'ailleurs le professeur à vous rejoindre pour pouvoir participer aux interactions. Pour lancer le débat, je mets simplement 3 questions sur la table qui découlent directement de tout ce dont on vient de discuter. La première, elle semble évidente, c'est est-ce que les partis que vous représentez
pensez-vous, pourrait s'engager à simplement refuser à l'avenir de soutenir tout traité qui contient une version ou une autre sur les mécanismes de règlement des différends, que ce soit ISDS, ICS ou la Cour multilatérale, en tout cas sur base du mandat actuel, qui ne rencontre pas les conditions qu'a posé le professeur Van Aerten. La deuxième question est une version concrète de la première, c'est-à-dire on décline la question par rapport aux différents traités, que ce soit le CETA, qui contient encore un mécanisme de ce type, le tribunal multilatéral, dont la négociation ne peut continuer sur base du mandat actuel, et les traités de la Belgique et de l'Union européenne, avec l'Indonésie, Panama et d'autres négociations qui sont annoncées. Pourriez-vous vous engager à ce que ces traités ne puissent pas voir le jour et entrer en vigueur s'ils contiennent ce mécanisme? Et enfin, la troisième question fait le lien avec ce qu'a dit le professeur tout à l'heure sur l'équilibre entre les droits et les devoirs. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre la protection des investisseurs, la question est de savoir quel équilibre on trouve entre les différents intérêts. Et nous pensons qu'il est temps de dire la hiérarchie actuelle du commerce international et notamment créée par ces traités qui placent les droits des investisseurs avant tous les autres droits et avant les droits humains, cette hiérarchie, il est temps de la renverser et de dire les droits humains d'abord. Il y a des propositions très concrètes, notamment un traité en cours de négociation de l'ONU qui va dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire d'abord protégeons les droits humains efficacement et après, ensuite, on pourra discuter de la protection des investisseurs? Je propose de commencer le débat en donnant la parole à Monsieur Lagasse. Merci. Donc, je suis le président du centre d'études Jacques-Georgien du parti Défi. Donc, la réponse est effectivement le passé, notre passé l'a illustré, que nous avons émis les plus nettes réserves à l'égard des positions de la Commission européenne et de tous les systèmes du type, bien entendu, SIS, même la formule soi-disant améliorée par la Commission européenne. Notre centre d'études a fait appel à un cabinet international d'avocats, qui sont aussi des académiques, et ceux-là, ils ne sont pas de l'acabit de ceux que M. Reynders invite au mois de novembre, et ils nous ont fait un rapport extrêmement inquiétant, que je ne vais pas vous détailler ici, mais je vais vous quand même en donner deux points importants, qui nous ont amenés à, bien entendu, conseiller à nos parlementaires de s'abstenir d'être défavorable par rapport à l'assentiment, et donc ces positions ont été relayées dans les différents parlements. Mais pour vous informer, les deux points sur lesquels il nous a attiré notre attention, et que le professeur d'ailleurs Van Hartmann a lui-même évoqué, c'est la rupture de l'égalité des citoyens devant le droit. Parce qu'on donne aux investisseurs le droit d'agir que l'on ne donne pas aux opérateurs économiques internes. Alors qu'on ne voit pas le risque particulier que ces étrangers, ces investisseurs étrangers courraient en Europe par rapport aux nationaux. Deuxièmement, très important, donc la question que nous avions posée et qui a été posée par la suite à la Cour de justice, c'est quelles sont les contradictions entre le CETA et le droit privé européen. Autre élément, mais fondamental, c'est que la création d'un tribunal des investissements, même sous la forme proposée par la Commission, remet en cause le monopole de la Cour de justice européenne, qui a jusqu'à présent le droit, et à titre exclusif, de contrôler au niveau européen la validité, l'interprétation du droit européen. Et donc on crée à côté une juridiction qui n'est pas tenue de poser les questions préjudicielles à la Cour de justice européenne, et qui donc va devoir traiter du droit européen. Donc cet élément-là est tout à fait négatif. On a vu dans un précédent, quand l'Union européenne a voulu adhérer à la Convention des droits de l'homme de Strasbourg, que la Cour de justice a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mon monopole aussi est corné parce qu'une autre cour, la Cour de Strasbourg, va pouvoir intervenir. » Donc je fais bref. Et là, j'ajoute un troisième argument négatif, c'est que même si on a le droit de réguler, on l'a dit, il y a capacité de ces tribunaux d'imposer des sanctions. Et des sanctions des investisseurs étrangers, qui pourraient être au niveau européen, ça c'est nous qui ajoutons, considérés comme des aides d'État. Et donc là encore, on se trouve en contradiction avec le droit européen. Donc par rapport aux questions, voici donc les réponses très négatives de notre étude. Si j'ai la parole tout à l'heure, je pourrais
expliquer la position de notre parti dans notre programme pour les élections prochaines. Quelle est notre position globale par rapport aux accords de commerce? Merci. Comme on n'est pas encore tout à fait en campagne électorale, moi je ne vous donnerai pas le programme de mon parti, je reviendrai volontiers pour le faire une autre fois. Je vous dirais simplement que sur toutes ces questions, la réponse est oui, évidemment. Je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. L'exposé brillant et extrêmement clair du professeur Van Harten le montrait très bien. Le principe même d'une juridiction qui n'est ouverte que aux investisseurs pose un problème d'égalité de droit fondamental. On peut renforcer autant qu'on veut les garanties judiciaires, ça continue d'être un problème. Pourquoi une catégorie de justiciables, ceux qui sont déjà les plus riches et les plus forts, auraient-ils droit à une juridiction qu'on ne peut qualifier que de juridiction d'exception? Donc ça, c'est parfaitement clair. Je crois en revanche qu'il faut aller au-delà de ça, si je peux me permettre, et qu'il faut poser deux questions supplémentaires, et sur lesquelles j'aimerais l'avis non seulement de mes collègues, mais surtout l'avis du professeur Van Harten. La première question, qu'est-ce qu'on fait avec les centaines, même les milliers d'ISDS existants, puisqu'il y a des traités qui ont été signés, ça a été rappelé pendant des décennies, qui ont inclus un mécanisme d'ISDS, auquel il est très rarement fait, dont il est très rarement fait usage, mais qui néanmoins sont là. Comme ministre-président, j'ai bloqué le CETA, mais j'ai aussi bloqué, ça a eu beaucoup moins de succès politique et médiatique, mais l'Union économique belgo-luxembourgeoise Panama, parce que c'était une demande pressante du ministère des Affaires étrangères relayant la région flamande, pour une raison très simple, une grande entreprise flamande bien connue, De Nul, qui est une des plus grandes multinationales belges, richissime, qui fait une entreprise de dragage, donc qui construit des ports, des canaux, etc., a d'immenses chantiers au Panama, à ouvrir pour des milliards d'euros, et souhaitait activer et en même temps approfondir le mécanisme d'arbitrage prévu dans cet accord, au cas où le gouvernement du Panama menacerait ses intérêts. Et donc on a dû bloquer ça pendant très longtemps. J'avoue que je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, puisque je ne suis plus aux affaires, mais on l'avait très longtemps bloqué. Mais ça pose donc la question du stock existant. Non seulement il n'en faut plus de nouveau, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste? J'ai eu la chance de rencontrer aux États-Unis tout un mouvement qui est Anti-ISDS Movement, avec toute une plateforme qui est très relayée dans le monde politique, dans le monde syndical et dans le monde politique notamment par certains députés sénateurs démocrates, dont la plus connue est sans doute Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts et qui représente l'aile gauche du Parti démocrate, qui est vraiment la figure de proue de la lutte contre les ISDS. Mais ça pose une vraie question de stratégie politique. Comment fait-on pour démanteler tous ceux qui sont encore là? On a pu éviter, en tout cas jusqu'ici, d'en ajouter de nouveaux, mais comment faire pour démanteler le stock? Et puis, deuxième question, quand même théorique aussi, c'est celle de savoir ce que serait une juridiction idéale. Il y a différentes parties, on l'a dit, il y a les entreprises, mais il y a aussi, et il devrait avoir voix au chapitre, les individus en tant que citoyens, en tant que consommateurs, en tant que travailleurs, les syndicats, les associations de protection des consommateurs par exemple. Aujourd'hui, elles n'ont pas voix au chapitre. Dans des pays comme les nôtres, comme la Belgique par exemple, où il y a un système juridictionnel éprouvé, qui est là depuis 2 siècles, qui globalement fonctionne bien, à la limite on peut se dire, on n'a besoin de rien du tout. On utilise les juridictions nationales et le cas échéant, on utilisera les juridictions européennes et internationales pour obtenir gain de cause. Ça existe et on a à peu près tous les moyens disponibles. On devrait renforcer en Belgique, par exemple, la class action, mais c'est un autre débat. J'ai eu un cas, puisque quand j'étais ministre de l'énergie, j'ai imposé une taxe à Electrabel pour récupérer la rente nucléaire. Electrabel a excipé d'un accord qui avait été fait par un ministre précédent de l'énergie, dont je tairai le nom par charité chrétienne, qui prévoyait un mécanisme d'arbitrage privé. Heureusement, en première instance, en appel, et même devant la Cour constitutionnelle, puisqu'on a ça a duré 3 ans, la procédure de bataille entre Electrabel et moi, eh bien, l'ensemble de ces juridictions ont considéré que c'était sans objet, et la Cour constitutionnelle nous a donné raison. Donc on a la chance d'avoir de bonnes juridictions, mais le professeur Van Harten le rappelait dans son exposé, dans beaucoup de pays, le système judiciaire est inefficace, incomplet, corrompu. Et donc dans ces pays, l'absence de mécanismes juridictionnels internationaux peut avoir pour conséquence que dans les faits, ce sont les intérêts les plus faibles, c'est-à-dire ceux des particuliers, des syndicats, des associations, qui vont être devant les juridictions nationales, massacrés par les intérêts des multinationales. Donc je voulais juste dire ça parce que parfois dans le débat anti,
on veut tout foutre à la poubelle. C'est comme dans le débat anti-commerce, on dit il faut plus d'OMC, il faut plus ceci, il faut plus cela. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'absence de règles protège toujours les plus forts. Et que si dans certains pays, les mécanismes juridictionnels internes sont faibles, une bonne juridiction internationale, mais j'aimerais que le professeur Van Harten me dise ce que serait what would be a perfectly efficient and fair judicial mechanism to solve that kind of issues and open it to all parts. Je crois que c'est aussi un élément du débat si on va aller au-delà simplement des quelques dossiers qui sont en cours aujourd'hui. Et je cède la parole à l'échevin de la ville de Bruxelles, Benoît. Merci au bourgmestre de Charleroi. Donc, merci d'avoir organisé ça. J'ai compté, c'est la 57e fois que je participe à un débat en Wallonie ou en Bruxelles ou en Flandre sur la question des traités internationaux. Donc ça démontre que ça bouge beaucoup et c'est probablement pour ces raisons-là que la question vit énormément dans la société civile, que Paul est parvenu aussi, avec le courage politique en plus, à bloquer le CETA comme il l'a fait à un moment donné du processus. Est-ce que, pour répondre aux trois questions, donc 3 fois pour les écologistes, écolo et Groen, c'est important, pas seulement écolo, mais Groen aussi, parce qu'en Flandre, le débat est de nature fondamentalement différente. Je réponds donc non, oui, oui, à toutes les questions. Refuser la ratification, oui. Mais je ne m'y oppose pas, nous ne nous y opposons pas seulement pour des questions liées à la SDS ou à la justice sur mesure, mais sur la question même fondamentale qui se pose dans la signature du traité de libre-échange, et à savoir, est-ce que ça a un sens politique quand on veut privilégier les circuits courts, en particulier en matière d'alimentation et d'agriculture, de signer des traités avec des États qui sont extrêmement lointains. Je pose la question, je ne vais pas y répondre, ce n'est pas le sens du débat ici, mais la raison de s'opposer à ce type de traité n'est pas seulement juridictionnelle, elle est aussi politique. Et pour nous, privilégier les circuits courts est essentiel, surtout en matière d'agriculture. Quel sens ça a d'importer des tonnes de soja du Canada ou des États-Unis pour les faire manger par nos vaches ou nos cochons? Ça, c'est une question que je pose ici, mais qui n'est pas le cœur du débat. Alors, ce qui est important ici, sur le problème des juridictions spécifiques pour les multinationales, c'est que c'est la primauté dont Michel a parlé, des droits humains, des droits sociaux, des droits environnementaux, sur le droit des investisseurs. Et en fait, depuis l'insuccès ou les difficultés rencontrées par le processus de Doha, ainsi que l'OMC, les représentants des grands acteurs économiques européens, essentiellement Business Europe, mais aussi d'autres d'Amérique du Nord, ont travaillé à la mise en œuvre de mécanismes spécifiques, comme la SDS, qui est devenue la SCS, et puis peut-être un jour la AMC. Et c'est très visible, à partir du moment où les pays du Sud ont bloqué le processus de libéralisation au travers de l'OMC, à la fin des années 90, sont nés tous ces projets d'accords commerciaux sur mesure, à commencer par l'énorme projet de TTIP. Et donc c'est une question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment faire en sorte pour que les droits humains et sociaux et environnementaux prévalent sur le droit des investisseurs. Or, tous ces traités ont un point commun, c'est qu'ils donnent la primauté sur le droit des investisseurs, en utilisant en plus des textes fallacieux, comme par exemple le développement de l'emploi et de l'économie, chose qu'on entend énormément. Et deuxième élément, il y a un élément important, pourquoi Didier Reynders n'est pas là? J'ai la chance de beaucoup discuter de ces choses-là avec lui dans la commission de la Nation extérieure de la Chambre. Et en fait, son objectif, lui, c'est de faire de Bruxelles en particulier, bientôt je serai chef de Bruxelles, ça ne m'empêche pas, mais il veut faire de Bruxelles en fait une place de l'arbitrage. Et vous n'êtes pas sans ignorer, il y a probablement des juristes ici dans la salle, que Bruxelles est reconnue pour sa compétence en matière de bureau d'avocats, et en particulier du bureau d'avocats d'affaires, par la présence de l'Union européenne, évidemment, mais l'objectif économique de la généralisation des processus d'arbitrage
est aussi de faire de Bruxelles un lieu où la compétence est, et donc de créer de l'activité économique, si vous voulez, dans l'arbitrage. Et vous avez vu, avec le professeur Van Harten, que c'est un business florissant. Donc on va un jour nous vendre, d'un point de vue belge, la défense, la promotion de l'arbitrage comme une façon de créer de l'emploi ici, à Bruxelles en particulier, et en Belgique en général. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des questions qui ont été adressées directement au professeur Van Harten, donc je propose de lui donner la parole pour y répondre. Et